Bonjour à tous. Je suis un des partenaires de cette manifestation. Depuis ce matin, nous avons eu un débat très riche et j'ai un regret et une satisfaction, une grande satisfaction. Le regret, c'est que nous n'avons peu abordé le problème de la résilience territoriale, alors que nous sommes en train de vivre des catastrophes assez fortes dans notre pays, les Antilles, mais nos amis américains font la même chose, nos amis mexicains aussi. Et c'est une des dimensions de la résilience, c'est une dimension de sécurité. Ça a été à peine évoqué, et c'est un peu le regret parce que je dirige une association d'aménageurs. La satisfaction, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait un grand partage sur des notions qui ont été abordées à peu près par tout le monde. La confiance, la faille, la fragilité, la prévention, la formation, l'urgence, partage de la connaissance, culture du risque de sécurité, et des solutions à opposer aux risques qui menacent nos entreprises, notre système économique et nos systèmes stratégiques. Et il me semblait, c'était encore évoqué en début d'après-midi, que la meilleure réponse que l'on pouvait apporter à ce risque, elle est aux entreprises, aussi bien aux entreprises que dans l'espace public, elle est résiliente, ou c'est de la résilience. Et la question, c'est comment la mettre en œuvre, cette résilience. Il ne suffit pas de déclarer un territoire ou une entreprise ou un système stratégique résilient, encore faut-il bien travailler les conditions de cette mise en œuvre. Et comment peut-on la mettre en œuvre au niveau des PME et des PME, des grands groupes? C'est un peu au-delà de notre sujet, mais surtout des PME. Comment cette cybercriminalité n'impressionne pas, ne va pas fausser le développement de nos PME et comment ne sont-elles pas malheureusement laissées pour compte dans ce débat. Pour répondre à ce dialogue, nous avons déjà nos trois amis qui ont été présentés. Je proposerai donc la première question pour aller très vite. Quels sont les outils que vous pouvez identifier pour veiller à la sensibilisation des acteurs sociaux, à la formation qui ont été évoqués juste dans la session précédente? Et ça nous semble, il me semble, et je pense que nous sommes d'accord, ça nous semble être un élément important du débat d'aujourd'hui. S'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors, si vous permettez, je vais faire un petit préalable à destination des organisateurs et de M. Armanet en particulier, puisqu'il y a une dame dans la salle qui a souligné tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les panels. Et je voudrais dire qu'en tant que membre fondateur de Jamais sans elle, je me dois de souligner ça et que je suis content, enfin, d'ailleurs je ne serais pas venu s'il n'y avait pas une femme dans ma table ronde. Au moins une, on aurait apprécié qu'il y en ait plus. Et puis ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont spécialistes de la cybersécurité. Donc on pourra aider les organisateurs pour la prochaine fois. Alors, rappelez-moi votre question sur l'éducation et la formation. J'y reviens, ça va, je me rappelle. Les leviers nécessaires pour l'éducation et la formation. Alors, oui, je suis donc, comme vous le savez, vice-président du Conseil national du numérique et nous avons fait une étude très importante avec des centaines de participants. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était sous la présidence de Mounir Majoubi, qui est maintenant notre ministre. Et nous avons sorti un rapport qui s'appelle « Croissance connectée ». Et sur ce rapport, on a fait un certain nombre de recommandations pour accompagner et puis initier d'ailleurs la transformation digitale des PME, puisqu'on a pu constater, d'ailleurs on a fait une étude au niveau européen, voire mondial, il me semble, il y a quelques pays hors Europe, pour voir que la France était en retard sur la transformation digitale des PME. Donc un exemple, 2/3 des sociétés, des PME françaises, TPE et PME françaises ont un site web, il y en a 85% en Allemagne. Et donc on a une série d'indicateurs comme ça qui montrent le retard. Et un des éléments justement que nous recommandions, c'est premièrement, j'allais parler plus d'acculturation, voilà. Et puis tout ce qui tourne autour de la formation des chefs d'entreprise, formation des salariés. Pourquoi acculturation? C'est qu'il faut savoir que dans notre pays, et franchement je l'ai ressenti tout au long de la journée, quand on parle de transformation digitale, transformation numérique, Internet, on a tout de suite un réflexe négatif.
Alors, c'est déshumanisation, c'est suppression d'emplois, c'est, comme on l'a 100 fois répété, les dangers. Bon, bref, on fait tout finalement pour que, au bout du compte, le chef d'entreprise de PME eh bien, n'ait pas envie d'y aller, alors que c'est quelque chose qui est absolument impératif. Et je crois que là, il y a un sujet qui ne peut être résolu que par l'éducation et la formation. Et je vais rebondir pour finir sur ce qu'a dit M. Cyrulnik, qui était très intéressant. Lui, il parlait des individus. Et il disait, l'individu ne peut aller vers le progrès que si on le rassure. Et ça, je trouve ça tout à fait légitime. Mais c'est aussi vrai pour les entreprises, et en particulier pour les PME. C'est pour ça que la notion de cybersécurité, les notions de tout ce qui tourne bien autour du cadre de confiance sont impératives si on veut aller vers une transformation digitale des PME. Et ça passe, bien sûr, par l'éducation et la formation. C'est pour ça que nous sommes pour la promotion du code à l'école, par exemple depuis l'école primaire, de façon à former des jeunes qui soient responsables dans leur utilisation, des jeunes qui, après, quand ils seront dans leurs entreprises, on sait que 90% des métiers vont être touchés par la transformation numérique. Par conséquent, il faut donner à finalement toute la population, à toute l'humanité, les armes pour pouvoir appréhender positivement cette transformation. Merci. Votre programme électoral le précisait, que je vous cite, « Je multiplierai les formations dans la sécurité pour familiariser la population avec la cybernétique ». Alors, ce n'était pas mon programme électoral, c'était mes recommandations. Je sais bien, non, mais c'était la fiction de votre programme électoral. Oui, c'est-à-dire que j'aurais voulu, c'est vrai, je pense que si, c'est ce que j'avais dû dire dans un article, c'est-à-dire que si j'avais été candidat, voilà ce que j'aurais fait. Je pense que ça devrait être la préoccupation numéro 1 d'un président de la République. C'est l'éducation, la formation, et en particulier pour les éléments qui appréhendent le nouveau monde. Nos présidents, nos dirigeants, nos gouvernants sont quand même là pour anticiper et faire un certain nombre de choses qui nous préparent au futur. Or, j'ai regretté que dans les débats, on était plutôt sur le présent, voire le passé. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, on voit ce manque d'anticipation. Quand on voit la pénurie de ressources dans laquelle nous nous trouvons, que dans l'informatique et tout ce qui tourne autour du numérique, les difficultés, je ne vous parle même pas de la sécurité, ils vont en parler mieux que moi, toutes les difficultés que nous avons à recruter, eh bien nous aurions eu un président il y a 10 ans qui se serait lancé sur ces sujets-là, je crois que notre pays se porterait beaucoup mieux. Alors justement, Madame Touati, vous avez, vous, de l'expérience, vous représentez le Technion, qui est le grand centre de recherche en Israël, à Tel Aviv. Justement, le Technion est un instrument de cette formation. Comment ça se passe et est-ce que ce que fait le Technion est transposable à la situation française ? Absolument. Merci beaucoup. Je remercie aussi Max Armanet de cette invitation et bravo pour ce forum. Je pense qu'il est nécessaire, évidemment, la cybersécurité, la cybermalveillance et la cyberrésilience sont des enjeux majeurs d'aujourd'hui, maintenant et de demain. Alors, moi, comme vous le disiez, je dirige en France la représentation du Technion. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'écosystème israélien, et encore moins le Technion, c'est la première université école d'ingénieurs israélien qui a vu le jour en 1924, 24 ans avant la création de ce pays, petit pays, dans une idée très claire, bâtir l'infrastructure, le génie civil, la sécurité, la défense d'Israël. Alors, pour se plonger dans un contexte, non pas géopolitique, mais en tout cas dans le contexte israélien, petit pays, 8 millions d'habitants, 70 ans l'année prochaine, qui a vécu dans la résilience depuis sa jeunesse, puisqu'il est le fruit de l'adversité, de l'urgence, de la prise de risque à cause de ces attaques, qui n'étaient pas cyber à l'époque, mais en tout cas des attaques quand même. Et donc, la technicité, si vous voulez, l'organisation même de ce pays s'est façonnée autour de l'anticipation à la défense. Et comme en Israël, tout est positionné dans un aspect extrêmement transversal,
où l'entreprise, avec les startups, l'académie, la formation et l'armée sont liés et tout est géré comme une grande entreprise, non pas pyramidale mais quasi holacratique, il est bien évident que c'est beaucoup plus simple de pouvoir justement faire de la cyber-résilience et employer des outils extrêmement utiles pour pouvoir sécuriser les startups et les PME de ce pays, sachant qu'Israël est quand même le numéro 1 en matière de cybersécurité dans le monde. Je parlerai plus tard des organisations qui ont été déployées à cet effet, qu'il y a 430 startups en Israël identifiées en 2016, à contrario de 110 startups en France. L'innovation est majeure, l'innovation technologique comme moyen d'anticiper, de se défendre et surtout d'assurer évidemment le futur. Maintenant, l'éducation est majeure. Sans la transmission du savoir et de la connaissance, sans le partage à l'autre dans toute sa diversité, parce que l'atout majeur d'Israël, c'est quand même la gestion de la diversité. C'est un melting pot culturel de profils différents. Former les uns et les autres, former les minorités, les juifs orthodoxes, les femmes, les Arabes israéliens, c'est un enjeu majeur et la formation, notamment dans le domaine de la cybersécurité, est extrêmement importante. Et j'ajoute qu'au Technion, nous avons un centre de cybersécurité et le Technion est la seule université au monde à octroyer un diplôme de doctorat. Et que vous avez également des programmes extrêmement importants déployés par l'État, mais avec le ministère de l'Éducation nationale, qui, dans les écoles, vous avez certaines écoles en Israël, je parle de collèges et de lycées, notamment lycées, qui allouent des baccalauréats dans le numérique, et vous avez aussi des programmes qui, moi, me tiennent très à cœur, qui vont chasser l'excellence, et non pas l'élitisme, l'excellence partout où elle est en Israël, pour former des adolescents venant de milieux défavorisés au numérique, à la transformation digitale, à la cybersécurité, parce que la sécurité d'abord, la cyber ensuite, ce qui est un enjeu majeur pour Israël. Oui, je pense que l'exemple est très intéressant parce qu'on est passé, et vous le dites très, très bien, on est passé d'une formation individuelle, d'une responsabilité individuelle à une résilience de l'écosystème global. Absolument, c'est-à-dire que de l'individu, ce qui est intéressant dans la relation de l'Israélien avec l'État, si je puis dire, il n'y a pas de relation, alors ne me prenez pas de grâce au mot, je le dis au 2e ou au 3e degré, il n'y a pas de relation fusionnelle, voire oedipienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mère ou de père, d'où la résilience, il y a un collectif. Et il prend naissance dans le kibbutz, à la création de l'État. Il continue à l'armée, où elle est gérée elle-même comme une entreprise, avec une hiérarchie certes, mais où chacun est un acteur engagé, participatif et responsable de l'aventure collective, de l'anticipation en ce qui nous concerne des attaques et de la protection pour générer de l'innovation, mais aussi de la croissance économique, parce que c'est un enjeu national comme un enjeu économique pour le pays, la cybersécurité, donc de la création d'emplois. Oui, tout à fait d'accord. Non seulement c'est la formation d'un écosystème innovant et résilient, mais c'est aussi un écosystème qui réagit très rapidement, qui évite la lourdeur, permettez-moi, qui évite la lourdeur d'une bureaucratie peut-être trop installée, trop institutionnelle. Justement, M. de Galzin, il y a là un champ de discussion sur le rôle de l'État, le rôle des PME, le rôle des grands groupes. Comment ça s'articule selon vous ? D'abord, ce que j'aime bien dans ce que vient de dire Muriel Touati, c'est la notion d'engagement, de renouvellement et d'équipe. Finalement, il y a une opportunité avec la sécurité et avec le numérique. Il y a des opportunités qui se créent. De même qu'il y a des opportunités à permettre aux personnes de créer une entreprise. Qu'il y a une opportunité pour les femmes d'aller vers les sciences. Quand j'entends aujourd'hui qu'il y a une pénurie de femmes dans l'informatique ou je ne sais ailleurs, de tout temps, les femmes ont été des grandes scientifiques. On a même eu un prix Nobel qui est très connu, reconnu et qui est une femme. Donc tout ça, ce sont des langages, ce sont des choses du passé. Je crois qu'aujourd'hui, d'abord, il faut voir les choses sans a priori.
Et quelque part, au lieu de passer trop d'énergie à expliquer le passé, comme c'est souvent le cas quand on a rendez-vous dans tout un tas de réunions pour expliquer ce que doit faire l'État, que doit faire l'industrie, que doivent faire les uns les autres, je crois que dans l'histoire, on devrait parler de ce qui arrive, et du rôle qu'on a envie d'y jouer finalement. Qu'est-ce qu'on a envie de faire là-dedans? Et il y a plein d'opportunités, en ce sens que le numérique est inéluctable, le numérique touche tout le monde, le numérique est un gisement de renouveau et d'investissement, et une chance pour beaucoup de gens. En fait, le numérique, ça pourrait être quasiment un ascenseur social, pour tout un tas de gens qui sont exclus. Parce que, par exemple, on parle des femmes, on parle des hommes, on ne parle pas des Africains. Les Africains, c'est le premier pays du mobile au monde. Donc, est-ce qu'on peut penser que demain, on va regarder l'Afrique comme on le regarde avec le visage de ceux qui utilisent les énergies fossiles? Non, l'Afrique va bouger. Il y a plein d'opportunités nouvelles qui bougent autour de nous. Donc, chacun a un rôle à jouer là-dedans. Oui, l'État a bien évidemment un rôle à jouer. Pourquoi? Parce qu'on est en retard. Guy l'a dit, on est très en retard. On est un pays qui est le champion du monde des mathématiques et des sciences, et on est totalement à la bourre sur le numérique et sur la cybersécurité. Alors, il y a des explications à ça. Il ne faut pas chercher la responsabilité des uns et des autres. D'abord, je pense qu'il y a une question qui a été évoquée là, c'est l'urgence. Il y a une urgence numérique. L'avantage, entre guillemets, de la situation d'Israël et du combat qu'il mène pour survivre, pour sa résilience, c'est qu'il est sans arrêt dans l'urgence. Nous avons le temps. Rien ne peut nous arriver. On est un pays béni des dieux et on est un pays en paix. Voilà. Donc ça ne crée pas une situation d'urgence et ça crée une situation où on perpétue des modèles. Moi, je rêve de modèles industriels. J'avais été frappé au Technion, je parlais de ça avec Muriel à l'instant, j'avais été frappé par exemple par la culture des modèles. Les grandes personnalités, les grands médecins, prix Nobel, les grands scientifiques, tous ces modèles pour les jeunes. J'ai envie de dire aujourd'hui, les anglo-saxons, les Américains sont très forts dans le numérique parce qu'ils ont des modèles. Et donc, ils ont des modèles qui drivent l'envie des plus jeunes d'aller travailler dans le numérique, d'aller dépenser dans le numérique, d'aller investir dans le numérique. Hommes, femmes, jaunes, blancs, noirs, arabes, africains, tout ce que vous voulez, ça n'a plus d'importance. Indiens, évidemment. Bon, et bien chez nous, c'est un petit peu pareil. Il faut qu'on retrouve des modèles. Le modèle, malgré tout ce que j'ai entendu là, on peut continuer à parler des très grandes entreprises, etc., de l'armement. Hein. J'ai envie de dire que pour un pays d'armement comme la France, dans lequel l'industrie de l'armement a un poids aussi important, il faut penser à l'armement de demain. Et l'armement de demain, c'est la cybersécurité. Quand j'entends que la cybersécurité, c'est que des petits, vous l'avez dit, des PME, n'est pas l'affaire des grands, c'est le contraire. Si une grande entreprise, si l'État, si les services publics veulent offrir des niveaux de sécurité, de résilience, ils vont s'appuyer sur toute une chaîne de valeur, ce qu'on appellerait dans le business la supply chain. Et si la supply chain n'est pas protégée, si celle-ci n'est pas capable de suivre le rythme, l'adaptation aux réglementations métiers, aux réglementations en matière de sécurité nécessaires, alors les grands ne seront pas protégés. Et manifestement, c'est ce qui se passe. Cet été, la Suède a décidé de confier la surveillance de ses services de transport intelligents à une grande société multinationale, Big Blue, en se disant, comme beaucoup d'acheteurs le font, une fois que j'ai passé ça à IBM, j'aurai plus aucun problème, et toutes les données sont volées. Et après, on retrouve tout le gouvernement en ligne devant des micros pour expliquer que, vous comprenez, c'est compliqué, on n'avait pas tout vérifié, etc. etc. Autre exemple, j'ai un client qui vend des avions dans le monde entier. Et il perdait systématiquement dans une région du monde, au Moyen-Orient, des appels d'offres, parce qu'à chaque fois sur des appels d'offres d'hélicoptères, l'industriel en face était moins cher. Eh bien, à votre avis, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe que leurs prestataires locaux, puisqu'on est dans une région, le Moyen-Orient, où on fait beaucoup appel
à des infogéreurs ou des sociétés extérieures, eh bien, ces sociétés extérieures récupéraient de l'information en gérant le système IT de cette très grande entreprise et la revendaient aux concurrents. Donc tout cela, toute cette cybersécurité, elle concerne bien tout le monde. Oui, il faut la prendre le plus tôt possible et il faut qu'on bâtisse nos modèles. Voilà. Tout à fait d'accord avec vous, mais il y a un élément supplémentaire, c'est le client final. Le client final, il veut savoir aussi que la chaîne, le supply chain, est imperméable aux attaques ou n'a pas été polluée dans le cours du processus. Et ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, il y a non pas la responsabilité sociale de l'entreprise, mais la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de l'acheteur sur la qualité, la conformité, voilà. La traçabilité, qui peut être de la sécurité, la traçabilité de son produit et de son service. Et quand il y a une attaque, le problème, c'est aussi le client final qui est perturbé, et pas simplement le fonctionnement de la PME ou le fonctionnement de la grande entreprise. Et donc c'est aussi toujours, pour moi, c'est la notion de globalité de l'écosystème qui se trouve. Alors, question à vous trois, dans l'autre peut-être en commençant par Madame Touati. Qu'est-ce que les entreprises ont retenu et appris des attaques auxquelles elles se sont trouvées confrontées au cours des 4 ou 5 dernières années? Elles ont appris qu'elles devaient évidemment et nécessairement redoubler d'efforts pour pouvoir se protéger. Elles ont conscientisé, ce qui est déjà pas mal. Hein. Quand on se conscientise quelque chose et qu'on le vit dans sa chair, c'est déjà majeur. Et puis je pense qu'elles ont compris qu'elles devaient surtout œuvrer maintenant avancer dans des coopérations internationales, c'est-à-dire s'ouvrir à l'autre. On ne peut plus jouer intuité personae, on doit absolument aller chercher de la formation aussi là où elle est, de l'expertise, et puis créer des partenariats internationaux pour d'autant plus se sécuriser, mais d'autant plus aussi générer de la confiance. Et quand on touche à d'autres écosystèmes, et je reviens à l'écosystème israélien, et je reviens aussi à la notion d'urgence et de temporalité profondément différente, puisqu'il est vrai que dans un contexte de risque, dans un pays en guerre, que ce soit d'ailleurs Israël ou un autre, vous vous levez le matin, vous ne savez pas si vous allez vous coucher le soir, et donc cette épée de Damoclès virtuelle, elle vous force à être dans le concret, à être dans le faire et à surtout à générer de l'innovation, de la sécurité et à générer sa société tout court. Et, oui, allez-y. Je voulais dire, j'entends bien, il y a la pression de l'urgence dans le cas israélien, mais est-ce que la France et les Français pourraient continuer à vivre dans le même état de pression et d'urgence que vit Israël? Alors non. Enfin, non. On parle de deux cultures, j'allais presque dire de deux civilisations, de deux histoires, de deux narrations différentes. La France, heureusement pour elle, en tout cas il y a eu 2 guerres, mais heureusement pour elle, n'est pas confrontée au quotidien à la réalité à laquelle est confronté Israël. Quand j'amène des start-up, des PME, des grands groupes industriels, des politiques en Israël, tous effectivement comprennent qu'il y a urgence en France de switcher et de trouver un autre moyen pour pouvoir effectivement mieux s'armer, c'est le cas de le dire, mais on ne peut pas faire du copier-coller. On ne peut que s'inspirer. On ne peut pas improviser l'autre dans ce qu'il n'est pas. Par contre, on peut accepter l'autre dans ce qu'il est différent de soi et aller chercher des ingrédients dans d'autres écosystèmes qui ont fait leurs preuves, et l'écosystème israélien en est un bon exemple, pour pouvoir justement prendre des leçons, s'inspirer et puis progresser vers un mieux-être. Oui, je voudrais dire qu'on n'a heureusement pas le même type d'urgence, mais nous avons une urgence économique. C'est-à-dire que nos entreprises, si elles ne se transforment pas, peuvent disparaître. Et c'est ce que nous avons vraiment voulu alerter dans ce rapport auprès des PME, en disant, attendez, la transformation numérique, ce n'est pas un luxe. Vous devez y aller le plus vite possible, parce que sinon, justement, vous avez le risque de disparition. Mais regardez l'industrie. L'industrie française était en train de se dégrader d'année en année. Et puis, grâce au numérique, avec un programme comme l'Industrie du futur, eh bien, on commence à avoir une nouvelle
compétitivité, un nouveau développement. Donc l'urgence dont on a parlé, elle existe d'un point de vue économique. Je voulais compléter sur votre question parce que vous avez soulevé un sujet qui me touche directement dans mon entreprise et qui est très intéressant. Si vous voulez, aujourd'hui, moi je crois beaucoup, ça a été évoqué, à ce travail en meute. Les grands comptes peuvent entraîner les PME dans leur transformation et dans leurs critères de qualité, leurs critères de sécurité. Et mon entreprise, qui s'appelle Groupe Open, qui est une entreprise de services du numérique, travaille avec beaucoup d'entreprises du CAC 40. Et il y en a une qui a subi justement un certain nombre d'événements il y a quelques années et qui a augmenté son niveau d'exigence de sécurité, mais de façon absolument drastique. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a imposé à tous ses fournisseurs de se mettre à ce même niveau. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand moi je veux rentrer dans mon ordinateur, je suis obligé d'avoir un token et d'avoir des critères, alors que je ne travaille pas en direct avec cette entreprise. Mais les 4000 salariés de Open ont été formés et ont eu des recommandations et des outils de façon à avoir un niveau de sécurité bien au-delà des fameuses certifications ISO 27000, etc., pour continuer à travailler avec ce client. Et je dois dire que du coup, ça nous donne une sorte d'élément de compétition intéressante que l'on peut offrir à tous les autres clients. Et donc, comme l'ensemble de l'écosystème s'y met, on fait monter le niveau général des entreprises, la conscience sur la sécurité et le niveau des collaborateurs dans le monde de la sécurité. Donc, en effet, les grands comptes ont un rôle très important à jouer. Et l'État aussi, d'ailleurs, en tant que client, d'ailleurs. Est-ce que les grands comptes peuvent prendre en charge la formation de leurs sous-traitants? Alors, non seulement ils ne prennent pas en charge, hein, donc c'est à nous de le faire, mais en plus, et là j'en profite pour les tacler, c'est qu'ils n'acceptent même pas de payer plus cher, si vous voulez. Ils sont toujours dans une recherche de réduction de coûts. Alors c'est quand même terrible parce qu'ils vous disent, d'abord, il faut élever votre niveau, passer les certifications, former, donc ça se chiffre pour mon entreprise en millions, mais ce n'est pas pour autant qu'ils accepteront de répercuter ça sur les prix. Donc, il y a tout un travail à faire, d'ailleurs, pour après valoriser finalement cet acquis que nous aurons obtenu, peut-être en se diversifiant en particulier. Oui, en cela, le numérique et la cyber, c'est une opportunité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marketing de la peur dans la sécurité informatique. Bon, on l'a dit, tout le monde va rentrer dans la transition numérique ou tant pis, fera autre chose. Avec ça, intimement lié, la cybersécurité pour un numérique durable, on va dire, un numérique qu'on puisse exploiter en toute confiance. Et après ça, il y a un effort à faire, un investissement à faire. Cet investissement à faire se pose évidemment la question de savoir qui va le faire. Il y a évidemment, les grandes entreprises ont besoin de s'équiper, elles vont elles-mêmes avoir besoin de se mettre en conformité avec les grandes réglementations, celles qui vont en matière de protection de l'infrastructure, c'est la fameuse directive NIS, sa transposition française, c'est la loi de programmation militaire, la LPM, sur les opérateurs d'importance vitale, ces entreprises essentielles qui ne peuvent plus s'arrêter. Donc ça, c'est déjà une première réglementation. Donc tous ces secteurs sensibles, l'énergie, le transport, la santé, les services financiers, etc., tout ça va s'équiper avec des moyens modernes et va ensuite répercuter ce changement sur toute sa supply chain, tous ses sous-traitants. Donc ça va amener à la fois des entreprises à s'élever parce qu'elles vont avoir les moyens de suivre le rythme et d'autres à devoir s'adapter et donc changer leur business parce que pour investir là-dessus, il va falloir dégager des marges ailleurs. Donc c'est un véritable investissement. Et puis après, il y a le RGPD. Le RGPD, c'est la protection de la donnée. La protection de la donnée, on ne se rend pas bien compte, je pense, ici, des répercussions que ça peut avoir. Moi, je me suis baladé dans plusieurs pays autour de la Méditerranée ou en Europe de l'Est ou Europe du Nord récemment, y compris en Estonie d'ailleurs. C'est quand même intéressant de voir à quel point le RGPD a une résonance mondiale. Le RGPD, tout le monde est conscient aujourd'hui que ça va changer la manière dont on va appréhender la donnée. Et donc, on doit mettre en place de nouveaux moyens. Ça veut dire qu'il y a de l'investissement qui va être fait
par les entreprises et par les administrations, les États, pour se mettre en conformité avec ce RGPD. Et cet investissement va être investi et pour la formation, la sensibilisation et l'équipement avec des nouvelles technologies. Après, je dirais qu'il y a autre chose, c'est-à-dire que lorsque tout cet investissement qui va être mis, c'est là qu'il y a quand même aussi une réflexion à avoir. On parle des PME. Pour moi, il y a deux grandes catégories de PME. Il y a les PME qui sont utilisateurs de technologies, utilisateurs de cybersécurité et qui doivent l'adapter à leur métier sans avoir d'expertise, sans avoir de moyens, et ou bien souvent à la fois le RSSI, donc le responsable sécurité, mais aussi le directeur informatique, et donc le directeur de la compliance, et donc le DPO, et donc tout ce que vous voulez, n'est autre que le gérant de la société, hein, tout simplement. Hein. Voire parfois, il est gérant de sa propre société. Donc là, on parle de gens qui ont peu de moyens, peu de temps, peu de marge de manœuvre, peu de ressources. Donc ça, c'est un vrai sujet. Après, effectivement, il y a une deuxième catégorie de sociétés, c'est celle qui évolue dans le numérique, voire celle qui évolue dans la cybersécurité. Et ce qu'il faut dire par rapport à ça, et c'est là où je rejoins l'idée qu'il y a un vrai partenariat à avoir entre les petits et les grands industriels, c'est que ce qui fait aussi le besoin de sécurité qu'il y a aujourd'hui, on voit bien que ça n'est ni de l'antivirus, ni du firewall, ou plutôt que le firewall et l'antivirus ne suffisent plus à protéger des problèmes de sécurité modernes et du hacking tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Par conséquent, qu'est-ce qui a fait la réussite de l'antivirus et du firewall? C'est qu'à un moment donné, les fabricants de PC pour les uns et les fabricants de machines pour les autres, d'appliances pour les autres, ont à un moment donné fait des accords stratégiques avec des fournisseurs de technologies qui étaient des startups souvent venus d'Israël pour distribuer ça dans le monde entier et apporter des réponses immédiates aux problèmes urgents. Donc, moi, la question que je pose aujourd'hui, dans la mesure où on sait, en France, en Europe, dans toutes nos entreprises petites et grandes, que l'on va investir massivement à la fois sur la transition numérique, mais aussi sur les moyens de protection numérique. Dans la mesure où on sait que la France, comme Israël, produit des startups de très bon niveau, de très haut niveau scientifique, de très haut niveau technologique, y compris sur ces thématiques de la cybersécurité, et que jusqu'à présent, elles se sont contentées de se revendre à droite et à gauche parce qu'elles ne trouvaient pas de pérennité économique. Dans quelle mesure est-ce que l'on va profiter de cette opportunité économique, cet investissement massif qui va être fait, pour éviter d'acheter systématiquement les produits de l'autre côté de l'Atlantique ou à l'Est, dans les pays asiatiques, qui sont les leaders dans le domaine de l'électronique notamment, et pourquoi pas de la cyber demain, et comment est-ce que nous-mêmes allons peut-être capter une partie de cette valeur pour créer nos propres moyens de cybersécurité, notre propre industrie du numérique et de la cybersécurité, et se donner la chance de prendre une part de cette valeur qui va être créée dans les années à venir. Dans un partenariat européen ? Ça ne se fera pas la France tous. De toute façon, les grands fonds aujourd'hui, on le sait, les États doivent rentrer dans des critères de 3% de dépenses. Elles sont aujourd'hui en déficit et pour la plupart en train de retourner dans ces fameux 3% de déficit. Donc nous n'avons que peu de moyens d'investissement. L'essentiel des fonds qui sont créés aujourd'hui sont des fonds d'investissement capacitaires qui viennent de l'Europe, qui ont été votés dans le plan Juncker, H2020, etc. etc. Donc, ce que j'aime bien, en revanche, c'est l'idée, par exemple, j'avais entendu le maire de Nice qui disait moi, j'ai eu des attentats à Nice, je vais besoin d'aller équiper Nice, mais aussi d'équiper tout un tas de grandes villes qui sont dans la même situation face au terrorisme, et nous n'avons pas les moyens de le faire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit créer des fonds au niveau européen pour permettre aux utilisateurs de sécurité, les villes, d'aller investir sur ces moyens nouveaux, sécurité numérique, sécurité et cybersécurité. Eh bien, je pose la question, est-ce que nous ne pourrions pas utiliser des moyens européens, des fonds européens, pour aider les utilisateurs à s'équiper, plutôt qu'aller systématiquement mettre de l'argent dans des boîtes dont les investisseurs doivent sortir et donc trouver un racheteur plus fort. On connaît bien la façon dont les investisseurs fonctionnent. Donc, finançons l'effort des utilisateurs, finançons les efforts d'équipement en infra, en moyens numériques, etc. Et nous,
entreprises de cybersécurité, travaillons avec les grands industriels du service, les grands intégrateurs, le groupe Open, Orange que j'entendais faire sa pub tout à l'heure, ou je ne sais qui, pour aller mettre ces nouvelles technologies que nous maîtrisons à l'échelle des besoins qui sont les nôtres et ceux du monde entier. Je voudrais ajouter un complément sur votre question, parce que c'est forcément au niveau européen. Je vous rappelle qu'il y a des réglementations au niveau européen et de plus en plus sur la donnée qui s'imposent à nous. Par conséquent, il faut absolument que ces grands industriels, ces grandes entreprises se positionnent à ce niveau-là parce que pour répondre à ces réglementations. Et d'ailleurs, je vous invite à voir les travaux du Conseil national du numérique sur ce sujet. On n'est pas sorti de l'auberge sur l'harmonisation. On reste quand même avec, je vais dire 27 ou 28 pays qui doivent se mettre d'accord, des blocs qui ne sont pas du tout avec les mêmes cultures. Et nous venons de faire un communiqué sur ce qu'on appelle le Privacy Shield, donc qui est un accord d'échange de données avec les États-Unis, sur lequel il y a une très grande perplexité. Et si on veut faire des acteurs de la cybersécurité, il faut régler ce problème au niveau européen d'une harmonisation de la réglementation autour de la donnée. Il y a les commissions de normalisation, que ce soit la Fédération européenne de l'électricité et d'autres qui essaient de normaliser cela, mais je reconnais pour y avoir participé, parce que l'idée à un moment donné était de normaliser les smart cities. C'est une idée absolument farfelue, mais il a fallu travailler pour expliquer qu'on ne peut pas normaliser les smart cities. Mais là, on a travaillé avec des blocs industriels, on ne va pas les nommer, en face de nous, industriels nationaux, en face de nous, dans la discussion, des différences totales de culture et de logique, ce qui fait que l'harmonisation ne se fait pas, ne peut pas se faire. Ça prend du temps, beaucoup de temps. Sur la donnée, on n'a pas le choix. Hein. Il faudra arriver. Il faut y arriver. Hein, on est au centre, là, j'allais dire, de notre futur. Que ce soit d'ailleurs au niveau économique comme personnel. Hein, il faut que nous décidions ce qui est eh bien, le comportement de nos pays et la gestion de la donnée au niveau européen. Sinon, eh bien, tout va être bloqué. En Israël, la relation entre les entreprises et l'État, vous l'avez évoqué, c'est pas tout à fait la même chose, mais cette relation grand groupe, start-up, recherche, comment elle est organisée? Comment elle s'articule? Ce qui est intéressant en Israël, enfin intéressant, en tout cas vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'on appelle communément, moi je prends toujours beaucoup de précautions avec les concepts, Israël la Startup Nation. Israël n'a pas de groupe industriel, n'a pas un tissu industriel mature, il n'en a pas. Même pas dans la pharmacie? Le groupe Teva, industrie pharmaceutique générique, absolument. Et puis les autres, c'est Elbit, TAS, Israël Aircraft Industry, qui sont des groupes gouvernementaux. Donc il y a un tissu industriel, certes, mais il n'est pas important comme en France. Et d'ailleurs, on ne peut pas faire le compario avec l'écosystème français et l'écosystème israélien. Israël s'est bâti par son innovation. Il n'y avait pas en Israël, il n'y en a toujours pas d'ailleurs, de ressources naturelles. On a tout capitalisé sur les cerveaux, en donnant la liberté au cerveau de générer de la recherche et du développement et de générer de l'innovation et donc de créer des start-up. Alors les start-up avec aucune relation, ou quasiment pas, par la bénédiction de l'État, si je puis dire, parce que c'est une cause nationale aussi pour l'État. C'est un moyen, finalement, de s'autofinancer que de créer de la valeur par les start-up. Sans investissement. Absolument. Et le chercheur devenu start-upper ou entrepreneur, eh bien, pour aller tant financer, d'ailleurs, son laboratoire dans les universités, ou alors financer sa start-up, a dû aller transcender les frontières d'Israël et aller chercher les capitaux là où ils étaient. Et donc, les fonds d'investissement ont massivement investi dans des startups israéliennes, notamment dans le domaine de la cybersécurité, mais pas que. Et la relation entre l'État et l'entreprise, elle est tout à fait saine, mais elle n'est pas intrinsèque. Il n'y a pas de fusion. Le monde entrepreneurial, le monde de la start-up est libre. L'État donne des impulsions, et heureusement qu'il est là, parce qu'on a quand même le Chief Scientist aussi, associé avec le ministère de l'Économie et le ministère de la Science en Israël, qui donne les bonnes impulsions, qui sensibilise, qui donne de la confiance, mais l'entreprise, c'est l'entreprise, le monde du business, c'est le monde du business, la recherche, c'est la recherche, et puis l'État, eh bien, c'est l'État, et on le laisse où il est. Une dernière question, si Max Harman le permet.
le vois pas à cause du projecteur. Je voudrais revenir à l'idée de résilience, au sens de... On va faire attention à ce qu'on va dire. Oui. Revenir à la résilience, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, à travers le concept de résilience, pas dans les définitions qu'en donne Cyrulnik, mais dans d'autres définitions, est-ce qu'il n'y a pas le risque que la population s'accoutume au risque, puisqu'elle a des mécanismes de résilience et des mécanismes de sécurité, et qu'elle devienne, dans ces cas-là, et qu'elle néglige l'urgence et l'intensité de la menace? Le risque est inhérent à notre condition. La menace, l'urgence aussi. Être résilient, et je trouve, j'allais en parler tout à l'heure avec Boris Cyrulnik, il y a quelque chose, je le répète, de très résonnant en Israël, la fracture, l'adversité, le traumatisme qui est intrinsèque à cette histoire et qui force la condition humaine là-bas à s'adapter, à s'inventer et à se réinventer. Et donc, je ne vois pas personnellement aucun risque à vivre dans le risque. Je pense même que c'est un moteur de vie quand il est bien géré. Je pense que c'est un élan vital. Je pense que c'est un merveilleux malheur, comme le dirait Boris Cyrulnik, de conscientiser effectivement le traumatisme, le risque, le danger, l'urgence comme un moteur de vie, sans s'en accoutumer nécessairement, sans s'en faire nécessairement un allié, quoique s'allier avec ses angoisses, c'est parfois une bonne façon de s'en sortir. Oui, mais la France est le pays du miel. Non, c'est l'Israël qui est le pays du lait et du miel. Non, je dois confondre. La France, c'est des fromages. Non, la France, c'est le pays d'autres choses, du vin, des fromages. Le lait et le miel, c'est plutôt Israël. Mais oui, est-ce que la France pourra s'accoutumer ? Il va falloir qu'elle soit préparée, et c'est ça la problématique. Je vais vous livrer quelque chose, si je peux me permettre, de très personnel. J'ai vécu 20 ans en Israël. Donc je sais ce que c'est ce parcours de l'Israélien qui passe aussi par la case armée. Et je rappelle, l'armée, c'est une quasi-entreprise à part entière. Vous en faites ce que vous voulez. J'ai eu une chance inouïe de faire ce que j'en ai voulu. J'ai vécu une guerre en Israël. J'ai vécu des fractures. Encore une fois, je pense que ça a énormément servi à mon façonnage, à comment j'ai pu, comme moi, comme les autres Israéliens. Et quand je regarde la France aujourd'hui, je me dis que quand j'ai vécu la guerre du Golfe, que j'étais pendant 3 semaines avec un masque à gaz dans les abris, et qu'on était heureux, c'était la plus belle période de ma vie en Israël, je dois vous dire. Ça va peut-être choquer quelques-uns, mais ça a été vraiment une période absolument magnifique parce qu'on était hors marge, hors temps. Le collectif s'exprimait. On n'était plus dans l'individualité ou dans l'individualisme. C'était une famille entière qui allait dans un chemin, un quasi-parcours initiatique vers sa propre vie ou survie. Et je me disais, arrivant en France il y a 16 ans, mais mon Dieu, si en France, on avait une attaque chimique, chose qui peut, dans la période actuelle que nous vivons, pourquoi pas, est-ce que les populations seraient prêtes et armées et préparées à mettre juste un masque à gaz? Mais c'est la question que je pose. Eh ben, c'est justement ça. C'est cette idée de l'accommodement. Et c'est pour ça que la France doit se préparer urgemment, comme le dirait Jean-Noël. C'est pas demain, c'est maintenant. Mais oui. Au danger. Oui, et c'est pas l'État qui va. Et là, pour le coup, c'est pas l'État qui va résoudre les problèmes. Pour le coup, c'est pas l'État. Parce que, puisque vous parlez d'Israël, bon, en ce moment, je discute pas mal avec un garçon d'origine israélienne qui est en train de monter une start-up sur le thème de la sensibilisation autour de la sécurité. Et donc, je lui demandais, mais comment ça se passe, la sensibilisation en Israël? Qu'est-ce qui se passe quand il y a des attaques terroristes, etc. Mais en fait, en Israël, on est préparé face à ces situations. On a reçu un enseignement à l'école, dans les entreprises, les familles, les collectifs de familles, etc. Quand il y a un attentat, un missile, quelque chose qui survient, tout le monde s'organise, ça va très vite. Vous voyez, il y a ce côté où nous, on a fait face récemment à des attaques terroristes. On se doute bien à un moment donné, si on a écouté en tous les cas les kilomètres de bandes
ou de journaux que j'ai pu lire à ce moment-là. Et quand on a des enfants à l'école, on se dit, bah voilà, il va se passer quelque chose pour que... là, on ne parle pas du code informatique à l'école, on parle du code de survie à l'école. Et bien donc, on va leur apprendre comment on fait. On va nous, parents, nous associer à ces travaux, etc. Il ne se passe rien. On fait venir le gendarme. Moi, je vous dis, la tactique du gendarme, d'autres l'ont chanté avant moi, c'est super sympathique, mais ça ne correspond pas aux enjeux d'aujourd'hui. Donc, la sécurité, la cybersécurité, comme un moyen d'essayer de remplacer ce à quoi l'homme doit s'habituer, ça ne fonctionne pas. La cybersécurité, c'est un renfort. Aujourd'hui, il existe des tas de moyens de protection informatique, des tas de moyens d'attaque informatique, offensive, de renseignement, etc. On a toutes les technologies, on a tout ça. Ce n'est pas là qu'est le problème. Donc, on n'a pas encore atteint la dimension anthropologique qu'évoque Israël avec le changement de comportement. Et puis arrêtons avec l'État au niveau des réussites. Arrêtons l'État et permettons à la fois donc à tout le monde d'avoir accès, à pouvoir recevoir de l'information, de la sensibilisation, etc., à tous les niveaux, à l'école, depuis l'école jusque dans les entreprises, etc., etc. Et puis aussi, misons sur une nouvelle génération d'entrepreneurs, nouvelle génération d'enfants qui connaissent parfaitement le numérique et beaucoup de ses dangers et beaucoup plus qu'on le croit, et arrêtons de penser pour eux. Et essayons, en revanche, de favoriser l'éclosion de cet environnement favorable à l'innovation, à la libre circulation de la connaissance et à l'e-inclusion. Parce que par contre, moi ça j'y crois beaucoup, je pense qu'on peut aujourd'hui rattraper beaucoup dans la sphère économique de petites entreprises, d'auto-entrepreneurs ou d'entreprises qui souffrent face aux grandes attaques, mais aussi de personnes qui n'ont pas accès au savoir ou autre grâce au numérique. L'inclusion sociale. Je veux juste dire un mot. Guy, oui. le mot de la fin. Le mot de la fin. Parce que je partage tout ce qui a été dit, mais suite à nos attentats, qu'est-ce qui s'est passé ? 12 lois sécuritaires. C'est-à-dire qu'on est en train de devenir, sur le numérique, le pays le plus sécuritaire au monde. À tel point qu'on est en train de se donner une sécurité qui, normalement, est là pour protéger notre liberté et qui a complètement empiété sur notre liberté. Et ça, c'est fait avec 80% de soutien de la population. Et je ne vous dis pas, quand c'est voté à l'Assemblée, c'est voté à quasi-unanimité. Parce qu'en fait, pour reprendre votre question, il y a une sorte de substitution là, de cette résilience. C'est-à-dire, on dit à l'État, protège-nous. Or, la réponse, ce n'est pas ça. La réponse, c'est ce que vient de dire Jean-Noël. Il faut une résilience individuelle. Les gens se prennent en charge. Une résilience du quotidien. Et pour ça, il y a une réponse on en revient, éducation, formation, sensibilisation, de façon à ce qu'on se prenne en charge et qu'on arrête de nous faire des lois qui, soi-disant, vont nous protéger, d'ailleurs, qui sont souvent basées sur de la massification. Et on le sait très bien, la surveillance de masse n'est pas la bonne. Et on peut en arriver à cette fameuse surveillance qu'on a droit en Chine. Alors, est-ce que c'est ça la société dont on a envie ? On laissera la question ouverte. Et merci à tous. Merci. Merci madame, merci messieurs.